Merci d'écouter RFM, il est midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, la réaction des avocats de Khalifa Sall suite à la déclaration du nouveau ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui a déclaré hier que Khalifa Sall est un citoyen comme tous les autres Sénégalais et qu'il n'y a aucun risque que ses droits soient respectés. Maître Ciré Clédor Ly dans un instant. La couverture maladie universelle et sa dette de 16 milliards évoquée par le syndicat des fonctionnaires, les responsables de l'agence de la CMU réagissent dans cette édition. La rentrée pour les enseignants aujourd'hui est déjà une première manifestation sit-in à Dakar des élèves maîtres. Ils veulent une intégration dans la fonction publique. Affaire des écoles Yavuz Chilim, le gouvernement a-t-il le droit d'imposer une administration provisoire ? On le verra avec un spécialiste. RFM, le grand journal, à suivre l'actualité internationale avec Anna Rocha. Crise politique au Togo, la société civile propose la convocation d'une assemblée constituante pour sortir de l'impasse annoncée la semaine prochaine à Lomé pour mener la médiation. L'OIF ne semble pas être la bienvenue. La chasse aux opposants se poursuit à Kigali. Cette fois-ci, c'est leur leader, Jane Rigara, qui a été emprisonnée, candidate à la présidentielle du 4 août dernier. Elle est poursuivie pour incitation à l'insurrection. Des poursuites judiciaires également contre le chef de la police catalane. Il est accusé de sédition lors du référendum de dimanche, au cours duquel les forces de police avaient abusé de la violence pour déloger des électeurs des bureaux de vote. Et le journal des sports, il sera présenté par Cheikh Tidiane Diagne. Justement, Babacar, le ministre des Sports qui monte au créneau, plutôt le ministère des Sports qui monte au créneau pour apporter des précisions sur la sortie ce matin de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de volleyball en partance pour Yaoundé pour les championnats d'Afrique de la discipline. L'État a tout respecté selon le directeur de la haute compétition que vous entendrez dans ce journal. La force colonie capverdienne établie à Dakar croit mordicus en une victoire des requins bleus sur les Lions de la Teranga samedi prochain. Notez que le Sénégal joue l'équipe du Cap-Vert pour la 5e journée des éliminatoires du mondial Russie 2018. Un point de vue, le débat du jour, c'est la fin de la saison des pluies. Les récoltes seront-elles bonnes ? On fait le point après 12h30. Le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. RFM midi. RFM midi. Elle démarre avec des perturbations déjà. La nouvelle année scolaire, la rentrée pour les enseignants, c'était ce matin en attendant les élèves lundi. Alors ce matin, sit-in des élèves maîtres, ils exigent leur intégration dans la fonction publique. La manifestation, c'était devant le siège de l'inspection d'académie de Dakar. Salimata Aou. Ils ont choisi ce mercredi, jour de rentrée des classes des professeurs, pour protester et exiger la signature du décret pour leur intégration dans la fonction publique. À défaut, il n'y aura pas de concours des élèves maîtres pour cette année. Adama Koundjan. Le ministre est au courant de tout, mais aussi pour dire encore au ministre, on ne peut pas coudre la peau du lion à celle du renard. C'est notre avenir qui est en jeu. Il y a des examens de sortie des élèves maîtres qui se profilent à l'horizon. Nous sommes prêts vraiment à boycotter ces concours, ces examens de sortie. Nous sommes prêts vraiment à saboter tout ça. Le Oubitei Djangtei, cher au ministre de l'Éducation nationale, ne sera pas effectif. Ces élèves maîtres sont prêts à tout. On a créé notre slogan qui est Réduire que le Oubitei, Kastei, Guerre Guinaa Souba. Il faut que ça soit clair aussi. Maintenant, Serigne Mbaye Thiam, de même que le monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall, il faut qu'il tienne aux Sénégalais un langage de vérité. Venus soutenir ces élèves maîtres, les enseignants veulent le respect des accords et des promesses obtenues du gouvernement. Abdou Fati. Pour faire des décrets d'intérêt public, 9000 enseignants, derrière chaque enseignant, il y a 10 personnes, ils traînent les pieds. Mobilisons-nous, battons-nous effectivement pour que ces gens-là fassent de l'école. Selon ces élèves maîtres, ils sont plus de 8000 enseignants à errer sans statut. Boubacar Kama et ses camarades veulent un dialogue sincère avec leur ministre de tutelle pour retourner dans les classes. Et l'affaire des écoles Yavuz Chilim qui fait toujours l'actualité, les administrateurs du groupe refusent et rejettent la proposition du ministre de l'Éducation nationale d'instaurer une administration provisoire puisque le gouvernement n'accepte pas que ces écoles soient gérées par des privés français notamment. Il y a des Sénégalais également, après ce qu'on connaît concernant les liens turcs avec cette école. Question, est-ce que le gouvernement il a le droit d'imposer une administration provisoire à des privés ?
Abdoulaye Sissé. C'est le genre d'équation que l'État n'aurait jamais voulu avoir à résoudre. Être en contentieux avec les privés de Yavuz Selim SA et être obligé de réquisitionner leurs biens, notamment les bâtiments, pour administrer, ne serait-ce que provisoirement l'établissement. La procédure de réquisition, même si elle peut paraître incongrue en l'espèce, reste tout à fait légale et conforme au droit. Maître Alioune Abatalib Gueye. On est dans une matière spéciale, c'est-à-dire la matière de l'enseignement, qui est de la responsabilité de l'État. Même si Yavuz Selim est une société anonyme, à partir de ce moment, la question qu'on devrait se poser, est-ce que l'État devrait fermer son pouvoir régalien, décider de fermer les instituts Yavuz Selim et dire que, écoutez, Yavuz Selim, vous pouvez vendre vos locaux, maintenant les élèves dans la rue. Mais l'État a préféré mettre sous administration provisoire, ce qui signifie que Yavuz Selim continuera à fonctionner, mais ce ne sont uniquement les organes dirigeants qui sont mis de côté dans cette attente. C'est sûr que pour Yavuz Selim, ce serait comme une seconde expropriation, d'abord de son droit de propriété et ensuite de son usufruit. Toutefois, la procédure peut être longue et donner lieu à une action en contestation devant les institutions judiciaires du pays. Si Yavuz Selim est une société anonyme, dans ce cas-là, elle est soumise aux dispositions du Code de la OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Et dans ce cas, pour mettre une société anonyme sous administration provisoire, ce ne peut être que le fait du juge compétent et pour des motifs précis. On s'acheminerait peut-être dans cette situation de statu quo à un long feuilleton judiciaire qui n'est pas encore vidé, cela au détriment des enfants qui ont à faire leur rentrée scolaire. Abdoulaye Sissé, et la réaction de Ngoni Ndour sur ce sujet, vous allez savoir pourquoi. Ngoni Ndour, c'est la patronne de la structure événementielle Prince Art qui organise le concours de chant à la télé appelé Sen Petit Galet. C'est parce que Sen Petit Galet a envoyé 6 élèves dans les écoles Yavuz Selim après avoir obtenu des bourses de cette école qui est partenaire de l'événement. Elle est interrogée, Ngonendour, par Elage Ndjogoudienne. Nous avons 6 élèves qui sont là-bas et donc ce problème-là me touche directement parce que quand même la plupart de ces élèves-là appartiennent à des familles un peu démunies. Donc aujourd'hui, si on procède à la fermeture de ces écoles-là, ça va être très très difficile parce qu'il faut savoir que les établissements Yavuz Selim font beaucoup de social, dont la reprise de ces enfants-là dans leurs établissements. Donc aujourd'hui, peut-être que les parents qui ont des moyens peuvent prendre leurs enfants et les mettre dans des écoles privées, voilà. Mais aujourd'hui, avec cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je condamne des établissements scolaires, on ne les ferme pas. D'autant plus que c'est une école qui fait de très très bons résultats, qui participe au concours général et qui ont des prix, qui ont beaucoup de prix. Je pense qu'aujourd'hui, essayer de trouver une solution et je suis heureuse de constater que depuis hier, la situation évolue. Et voilà, donc moi je suis pour la réouverture de cette école. C'était Ngoni Ndour. Merci d'écouter le grand journal sur RFM, midi 9. RFM 94.0, la radio en puissance. La couverture maladie universelle, ça marche pas bien. Ce programme traîne même une dette de 16 milliards de francs CFA. Ce sont les propos du secrétaire général du syndicat des agents de l'administration publique et des cadres de l'administration, Maktar Dabo, l'invité d'RFM matin aujourd'hui. Nous savons que la CME aujourd'hui est en quasi-faillite avec une dette qui avoisinerait à peu près 16 milliards. Et nous disons que malgré les bonnes initiatives, les bonnes intentions qui ont été à la base de la création de la couverture maladie universelle, aujourd'hui ce qu'on a constaté, que cette CMU-là va plomber le système de santé. Parce que cette CMU doit 16 milliards au système de santé et nous ne sommes pas sûrs que l'État mettra suffisamment de fonds pour aider à la CMU de prendre en charge correctement ces engagements. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est cette CMU qui était le fleuron parmi les projets du PSE est en train de sombrer. Et il faudrait qu'on rectifie le tir très vite pour que les choses changent. Et comment faire pour rectifier le tir, pour changer les choses? Donc il y a un aspect de réforme institutionnelle parce qu'on ne peut pas faire de politique de couverture maladie universelle en laissant à côté l'assurance maladie obligatoire qui est gérée par les IPM et les compagnies d'assurance. À l'époque, on voudrait mettre en place ici au Sénégal une caisse nationale d'assurance maladie
qui va être la troisième institution sociale dans le cadre de la politique de la protection sociale au Sénégal et qui prendrait en charge le volet de l'assurance obligatoire qui est régi par les IPM et les compagnies d'assurance. Réponse de l'agence de la CMU, les 16 milliards en question sont une projection de l'année 2017 pour couvrir à la fois les remboursements des initiatives de gratuité, les subventions aux mutuelles de santé et le fonctionnement de l'agence selon le service communication de l'agence de la couverture maladie universelle. La reprivatisation de la Sonacos, on en reparle après l'échec avec le groupe Advance de l'homme d'affaires Abbas Jaber sous le label Suneor et la reprise de la société par l'État sénégalais. Un nouvel appel à candidature lancé, on le sait. Les syndicalistes de la branche ziguinchoroise de Sonacos attirent l'attention sur une autre préoccupation, la vétusté des installations de la société et qu'il faut pour eux des investissements pour ça. Lamine Ba. Les installations de l'usine de la Sonacos de Ziguinchor connaissent aujourd'hui un état de vétusté si avancé que les travailleurs ne s'y sentent plus en sécurité. Ils sont d'avis que cela est le résultat de l'absence d'investissement durant les 10 ans de privatisation de la société. Samba Badji est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonacos de Ziguinchor. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, franchement. Il y a un état de vétusté avancé, la dégradation avancée, l'amélioration des machines, la sécurité du matériel. Il y a tellement de choses à voir ici que voilà. Les travailleurs ne sont pas dans des conditions de sécurité. Ça, c'est les conséquences de 10 ans de traversée du désert. Pas d'investissement, pas de grosses dépenses dans la sécurité, dans l'organisation du travail. Avec la privatisation annoncée de la Sonacos, les travailleurs attendent du nouveau repreneur une transformation en profondeur de l'usine de Ziguinchor, avec un accent particulier sur le renouvellement des équipements ainsi que l'amélioration des conditions des travailleurs. C'est à ce niveau-là aussi que nous espérons que le repreneur va agir pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les rendements. Parce que sans investissement, on ne peut pas espérer de rendement. Donc il faudrait que le repreneur qui viendra revoie un peu les conditions de travail, des investissements de nature à nous garantir de bonnes conditions de travail pendant très longtemps. Nous travaillons avec des machines qui ont fait 25 à 30 ans, avec un niveau d'entretien assez faible. Ces travailleurs souhaitent aussi de nouvelles orientations stratégiques vers des filières porteuses comme l'anacarde. Cela devrait, selon eux, donner un autre souffle à la société pour lui permettre de promouvoir davantage l'emploi local. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La Sonacos presque incontournable dans le secteur agricole, notamment sur la filière arachide. La saison de pluie, justement, attention, on la croyait finie, mais il a fait une grosse pluie sur des villes comme Louga. Tout à l'heure, nous signale notre correspondant Lucien Diagne. Et là, de nos studios, on aperçoit un ciel menaçant sur Dakar. On vous en parlait hier. Dans 3 mois, l'inauguration de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, ce sera aussi le démarrage des activités de la nouvelle compagnie Air Sénégal. L'ambition du gouvernement, faire de cet aéroport un hub dans la sous-région ouest-africaine et pourquoi pas sur le continent, cela est-il possible? Le dossier de l'Haj Ndiogoudienne. La position stratégique de Dakar en fait un hub très prisé par les compagnies aériennes. Et cerise sur le gâteau, l'arrivée d'une nouvelle compagnie et l'ouverture de nouveaux aéroports vont renforcer cette dynamique selon Xavier Diatta, expert en aviation. On va pouvoir accueillir des avions qu'on n'avait pas pu accueillir sur Dakar. Bon, et puis il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que justement l'accueil de ce nouveau bijou va constituer vraiment une avancée très importante pour notre pays. Il est toujours intéressant d'avoir une compagnie qui dessert justement les villes secondaires. Je ne sais pas maintenant si cette nouvelle compagnie d'emblée, elle va faire des vols sous-régionaux. Bon, mais ce qui est important, quoi que c'est un plus qu'on va offrir, c'est un service en plus qu'on va offrir justement à la population du Sénégal. Cependant, il précise que la fermeture éventuelle de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar serait une grosse erreur. Ce qui serait dommageable, c'est qu'un jour on se retrouve qu'on nous dise que cet aéroport il n'existera plus, Dakar et Léopold Sédar Senghor ne va plus. C'est vraiment dommageable parce qu'un aéroport, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la piste. Un aéroport peut se retrouver indisponible pour des raisons, une raison ou une autre. Donc avoir un aéroport de dégagement, toujours important dans un... Même s'il salue l'ouverture de l'aéroport Blaise Diagne de Diass et le démarrage de la compagnie Air Sénégal, les travailleurs, eux, dénoncent un flou total. Mamoudi Diop est le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des ADS, Agence des aéroports du Sénégal. Le nouveau
partenaires nous disent exactement, il y avait des gens donc qui travaillent depuis pendant longtemps donc cet aéroport. L'aéroport Léopold Sédar Senghor a été créé depuis 1960 jusqu'à présent, donc cet aéroport est là. Vraiment, le nouveau compagnie est là. L'État a vendu exactement donc cet aéroport. Jusqu'à présent, on nous dit que les agents qui font donc vraiment 35 ans de service, les autres 25 ans de service, on nous dit exactement tout simplement, on nous recrute. Donc alors vraiment, jusqu'à présent, cet amalgame, donc il y a une cacophonie. Jusque-là, classé derrière des aéroports de la sous-région comme celui d'Abidjan, le Sénégal rêve de devenir leader dans les transports aériens avec l'aéroport international Blaise Diagne de Diass qui verra décoller le premier vol de la compagnie Air Sénégal le jour même de son inauguration, le 7 décembre prochain, c'est-à-dire dans 63 jours. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Il est 12h16, ça fait toujours débat. La parité, ça n'existe pas dans la composition du bureau et des commissions de la nouvelle Assemblée nationale. L'Observatoire national de la parité revient à la charge. Sa présidente Fatou Kiné Diop appelle à la rectification de ce qu'elle appelle une erreur parce que c'est la loi qui impose cette parité. Quand le bureau a été mis en place, nous avons saisi les autorités de l'Assemblée nationale sur ce qui s'est passé en rappelant les textes de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Observatoire n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir de régulation. Tout ce qu'il peut faire, c'est alerter, c'est informer. C'est ce qui a été fait. On espère qu'à partir de maintenant, peut-être que les textes seront mieux appliqués. L'indice que nous allons créer, cet indice va calculer à tous les niveaux, dans le domaine politique, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social. Ça va nous permettre de dire exactement quel est le poids des femmes au niveau de l'économie, au niveau social et au niveau politique. Donc, à partir de là, pour le cas au niveau de l'Assemblée nationale, pouvoir dire voici le résultat, voici la note qu'obtient le Sénégal au niveau de l'Assemblée nationale concernant donc la parité. Des propos recueillis à Salut Portudal ce matin où se tient un atelier sur l'indice national de la parité. Fatou Kiné Diop était interrogé par Abdourahmane Diallo. Les avocats du maire de Dakar réagissent à la sortie du ministre de la Justice. Ismaïla Madior Fall a déclaré hier que Khalifa Sall, il est un citoyen comme tous les autres Sénégalais et qu'il n'y a aucun risque que ses droits ne soient pas respectés. Mais selon l'un des avocats de Khalifa Sall, l'un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly, nul ne peut nier la violation des droits de Khalifa Sall et sa détention arbitraire. Ces propos du garde du Sceau sur ce qu'il va falloir pour la situation change, disons, on va reprendre et on écoute Ciré Clédor Ly, l'avocat, l'un des avocats de Khalifa Sall interrogé par Georges Déthié Diop. On ne peut pas nier que les droits de Khalifa Sall ont déjà été violés. Or, à l'entendre parler, lui, il fait comprendre qu'on veillera à ce que ces droits ne soient pas violés. Mais c'est déjà fait. Alors, quelles mesures concrètes compte-t-il prendre pour mettre fin à cette détention arbitraire? La deuxième chose aussi, personne n'a soutenu que Khalifa Sall n'est pas un citoyen comme les autres. Mais sa proposition analysée veut dire que l'État est décidé à aller jusqu'au bout et à persévérer dans les violations des droits de Khalifa Sall. Il faut bien analyser les propos du ministre. Ils contiennent plusieurs propositions et plusieurs sous-entendus. Je fais comprendre que Khalifa n'a jamais voulu être en marge du citoyen lambda. Et c'est la raison pour laquelle il revendique ses droits. Et la violation des droits de Khalifa Sall ont commencé dès l'entame de la procédure. Et cela, le ministre ne peut pas l'ignorer. Parce que nous savons qu'il y a des réunions de chefs de parquet au ministère pour les dossiers sensibles. Donc, il a le contenu de toutes les enquêtes. Et c'est un éminent professeur. Je ne doute pas que c'est quelqu'un qui veuille que nous soyons dans un état de droit, mais il a trouvé une situation. Cette situation, comment est-ce qu'il va se comporter? C'est ce que nous observerons. Et maintenant, pourra-t-il réagir? On verra. Mais nous, notre conviction aujourd'hui certaine, c'est que nous avons un système juridique inféodé. Et nous savons aujourd'hui que ce qui est recherché, c'est la condamnation de Khalifa Sall. On veut que Khalifa soit privé de ses droits civils et politiques. Qu'est-ce qu'un ministre de la Justice peut faire? On verra. L'avocat Ciré Clédor Ly. Elle va se tenir finalement demain la conférence de presse à Dakar des associations sénégalaises de droits de l'homme, RADDHO, Amnesty et l'SDH. Conférence de presse sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. La semaine dernière, les autorités sénégalaises avaient empêché la tenue de cette rencontre à laquelle devaient participer des opposants mauritaniens. Les associations sénégalaises de droits de l'homme vont tenir la conférence de presse ce jeudi
à 10h30 au siège d'Amnesty International Sénégal. RFM. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Babacar Fall. On parle d'abord de la crise politique au Togo. Avec cette possible solution de sortie de crise, le GRAD s'est adressé à la classe politique togolaise. Le groupe de réflexion et d'action pour le dialogue, la démocratie et le développement propose donc la convocation d'une assemblée constituante. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite aussi trouver une solution à cette crise, mais ce n'est pas gagné d'avance. Les précisions de Sodecham. Au Togo, le groupe de réflexion et d'action pour le dialogue, la démocratie et le développement propose une sortie de crise à la classe politique. C'est une organisation de la société civile qui est souvent consultée par certaines institutions de la République. La secrétaire générale de la francophonie va dépêcher une mission politique au Togo du 10 au 13 octobre 2017. L'objectif de la mission, consolider le processus démocratique dans ce pays. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, n'a pas apprécié certains passages d'une vote verbale qui lui a été adressée par l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'elle devait se rendre à Lomé le 25 septembre afin de rencontrer les protagonistes de la crise. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie s'est vue opposer une fin de non-recevoir par Robert Dussé. Le ministre togolais des Affaires étrangères n'a que modérément apprécié certains passages de la note verbale que lui avait fait parvenir l'organisation, dans laquelle celle-ci suggérait une réforme constitutionnelle. La Guinée-Bissau est aussi secouée par une crise politique depuis plus de 2 ans maintenant. Le pays prépare pourtant des élections législatives en 2018 et présidentielles en 2019. En visite à Bissau, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a exhorté les acteurs politiques bissau-guinéens à trouver une solution à cette impasse. Bissau, la correspondance de Noah Mankali. George Oxon a laissé cet appel à sa sortie d'audience avec le président de la République, José Mario Vaz. L'essentiel est le respect de la Constitution et des institutions. Et je comptais revenir ici à Bissau pour parler à Monsieur le Président de la République, mais aussi aux autres acteurs pour comprendre mieux la situation ici, et économique, mais surtout politique, en vue des élections législatives en 2018 et puis les élections présidentielles en 2019. Le diplomate britannique pour le Sénégal, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau a souligné que la solution de sortie de la crise ne dépend que des acteurs politiques bissau-guinéens parce que la communauté internationale ne fait que soutenir ou accompagner. En fin de compte, c'est aux acteurs bissau-guinéens de trouver une solution à l'impasse politique. Enfin, Exxon a félicité l'attitude des militaires qui, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau, sont restés dans les casernes. C'est très important parce que si on regarde l'histoire de la Guinée-Bissau, ça n'a toujours pas été le cas et ça a fait beaucoup de mal au pays. Donc nous nous réjouissons de cela, de ce rôle républicain joué par l'armée. Noah Mankali, Bissau, RFM. Merci Noah Mankali. La suite de ce journal international, Anna Rocha, l'Espagne pour terminer avec donc ah non, pas l'Espagne, direction le Rwanda. Oui. Qu'est-ce que je vais éviter? Le Rwanda, où le leader de l'opposition, on vient de l'apprendre, il vient d'être inculpé. C'est un cinéma, vous tout seul, Babacar Fall. Le leader de l'opposition, elle s'appelle Diane Rigara. Elle a donc été inculpée pour incitation à l'insurrection. Sa mère et sa sœur également, elles sont en détention à Kigali. Elles avaient d'abord été inculpées pour fraude et évasion fiscale. C'était en septembre. Diane Rigara se dit être victime de persécution politique. Sa candidature à la présidentielle du 4 août dernier avait été rejetée par la commission électorale. BBC Afrique précise que le mois dernier, plusieurs membres de l'opposition rwandaise avaient été inculpés pour tentative de coup d'État. Au Cameroun, face à la crise anglophone, les partis d'opposition appellent à un dialogue inclusif et sans tabou. Le principal parti de l'opposition se dit même prêt au dialogue, mais estime que le gouvernement camerounais est allé trop loin dans la répression des manifestations de dimanche. Son souhait est donc que le président Paul Biya crée un environnement, je cite, favorable, et cela passe notamment par la libération des prisonniers anglophones. Information RFI.
C'est maintenant l'Espagne, les suites du référendum de dimanche dernier en Catalogne. 3 jours après le référendum d'autodétermination de la Catalogne, des poursuites judiciaires ont été engagées contre le chef de la police catalane. La justice espagnole estime que Luis Trapero est engagé dans la sédition d'une partie des forces de l'ordre dimanche dernier lors du scrutin. 2 responsables d'associations indépendantistes sont aussi convoqués dans le cadre de cette enquête. Le roi d'Espagne a brisé le silence hier sur le sujet. Felipe VI a affirmé son opposition à l'indépendance de la Catalogne. Il a accusé les dirigeants catalans de s'être placés en marge du droit et de la démocratie. Et puis, selon Reuters, le président de la Catalogne devrait faire une déclaration dans la soirée. Et votre petite tristesse d'avant Cap-Vert-Sénégal, je ne sais pas pourquoi. Merci. Les sports dans 30 secondes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour aujourd'hui va porter sur cette saison des pluies finissantes. On fait le point sur les récoltes. Seront-elles bonnes? Rendez-vous après 12h30. RFM Sport. Les sports, cher Tidiane Diagne. Bonjour, cher. Bonjour, Abou Babacar. Les championnats d'Afrique féminin de volleyball au Cameroun. Le ministère sénégalais des Sports qui apporte des précisions sur la sortie de l'entraîneur des Lions ce matin sur notre antenne. D'ailleurs, le technicien a parlé des difficultés pour son groupe pour la préparation de cette compétition. Et c'est le directeur de la haute compétition qui s'y met, qui dit que l'État a tout respecté et totalement pris en charge la formation. Écoutons plutôt les précisions de Souleymane Boundaoudou Diop. Nous avons pris entièrement en charge la préparation de cette équipe nationale à hauteur de 30 millions. Et que c'est la fédération, le président de la fédération et les députés techniques, en relation avec les services de la direction de la compétition, qui ont exécuté la fiche d'opération, telle que voulue par la fédération. C'est eux qui nous ont fait une proposition de 12 personnes. Nous n'amenons pas nos équipes nationales en compétition sans un médecin. C'est eux qui ont fait le choix du kinésithérapeute à la place du médecin. C'est leur choix, nous ne pouvons pas leur opposer ce choix-là. Pour les 12 joueurs, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons pris en charge même les frais de visa, les équipements sportifs généraux, tout a été pris en charge par le ministère. Et je pense que si le ministère prend en charge une compétition à hauteur de 30 millions, il y a au moins une part que doit prendre une fédération, comme le font toutes les fédérations. Mais ce qui me réjouit, c'est que c'est un entraîneur qui parle, mais le président de la fédération, je viens de m'entraîner avec lui, il est totalement satisfait des efforts du ministère. Souleymane Boundaoudou Diop, le directeur de la haute compétition, notait que l'équipe quitte cet après-midi Dakar pour Yaoundé à partir de 16h, Babacar. On pensait la crise au Guédiawaye Football Club finie, mais on est loin de là. Ah oui, le président en exercice et le bureau de Guédiawaye Association, les difficultés qui perdurent. Selon les fondateurs du club, le contrat paraphé avec Djamil Faye prend fin le 20 novembre prochain. Au-delà de cette date, les 51% des actions du club seront reprises en mai par eux-mêmes. Une position contraire à celle de Djamil Faye qui, hier, sur nos antennes, parlait plutôt d'une reprise des rênes de Guédiawaye Football Club. Le premier vice-président de Guédiawaye Association en charge de la communication rejette l'idée d'une tacite reconduction du contrat signé il y a 6 ans. Malexi, interrogé par Salif Sow. Djamil Faye, il est directeur de Diapo SA, mais il n'est pas président de Guédiawaye Football Club. Il est président de la section pro de Guédiawaye Football Club. Guédiawaye Football Club est une association dont Abdoulaye Sall est le président. La section pro maintenant a été confiée à Diapo SA via Djamil Faye. Cette société Diapo SA avait un contrat de 6 ans avec nous. Ce contrat est en cours jusqu'au 20 novembre. À partir du 20 novembre, c'est fini ce contrat-là. Djamil a déjà fait son temps, il a déjà fait 6 ans. Nous avons évalué, nous pensons qu'il y a lieu de reprendre notre club. Et nous allons le reprendre, ce club-là, avec 51%. Maintenant, si Djamil envisage de continuer avec nous le processus, il peut intégrer les 49% qui restent. Mais désormais, c'est l'association qui gérera ces 51%. Il ne peut pas y avoir de tacite de reconduction. L'article qui indique la reconduction parle de tacite de reconduction si toutes les clauses du contrat sont respectées. Aucune clause n'a été respectée par ce contrat. S'il vous plaît, qu'est-ce que Djamil a investi au niveau de Guédiawaye?
le label Guédiawaye FC existé depuis. Le stade Amadou Barry a toujours existé. Le siège du Guédiawaye FC, c'est le siège du Guédiawaye Association. En réalité, Djamil a gagné. Il a gagné parce que personne ne connaissait Djamil avant 2011. Le contrat dit clairement que si le contrat est fini, si Djamil veut se retirer, et d'ailleurs il a dit une fois qu'il se retire, qu'il démissionne, qu'il abandonne. Moi, je pense que si quelqu'un dit ça, il doit respecter sa parole. Affaire GFC à suivre. Cher, on termine par l'équipe de football du Sénégal qui prépare son match de samedi à Praia contre le Cap-Vert, 5e journée des qualifications au Mondial 2018 en Russie. Eh bien, la communauté capverdienne au Sénégal, on va les entendre peut-être dans un reportage tout à l'heure, très très confiante, cette communauté. Dernière nouvelle des Lions. Les Lions, donc, qui s'entraînent cet après-midi, toujours à Sali, sur la pelouse synthétique, avant donc de s'envoler très prochainement. Donc, pour le Cap-Vert, vous l'avez dit, Babacar, la forte colonie capverdienne établie à Dakar, croit mordicus en une victoire des requins bleus sur les Lions de la Teranga. Samedi prochain, à la SICAP Baobab, fief en tout cas de la communauté capverdienne. Notre reporter y a croisé quelques férus qui restent confiants. Ousmane Niang. À quelques jours du match Cap-Vert-Sénégal, les supporters du pays hôte affichent une confiance et une sérénité à toute épreuve. Ils sont sûrs du potentiel de leur équipe, Issa Mbalo. On va les gagner parce que le Cap-Vert est une équipe très difficile à jouer. Ça, je ne vais pas le mentir. Et les Cap-Verdiens, ils savent faire des passes techniques. C'est pas comme le Sénégal qui se précipite comme ça. Nous, on joue dans le calme. On est dans le calme. C'est ça. Et je pense qu'on va gagner ce match, c'est sûr. Parce qu'on va laisser aucune chance aux Sénégalais, ça c'est sûr. Quelle stratégie? Pour autant, les Cap-Verdiens redoutent l'attaque sénégalaise, notamment Sadio Mané. Toujours est-il que cela n'entend pas leur confiance. Les Sénégalais avec Sadio Mané, il est très dangereux, il faut faire attention. Est-ce que vous pensez que la mentalité des joueurs cap-verdiens est bonne? Ouais, ils sont très bons. Mais sauf, il faut marquer Sadio Mané, il ne faut pas les laisser partir, c'est sauf ça. Bruno est aussi supporter cap-verdien, il ne dit pas autre chose. Je pense que ça va bien se passer, le Cap-Vert va gagner, parce que le Cap-Vert c'est une équipe la plus forte, elle est plus forte que le Sénégal. Le Sénégal est une équipe très forte? Oui, elle est forte. Vous n'avez pas peur de Sadio Mané? Non, il ne me fait pas peur. C'est le genre de match qui peut vous ouvrir grandement les portes de la qualification pour le Mondial 2018. Et ça, les Lions et les requins bleus le savent très bien. Défaite interdite. Vivra, verra. Donc le match est prévu pour samedi prochain, Babacar, à 16h. Merci, cher Tidiane Diagne. C'était le journal des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Mbaye Sidi Mbaye, vous revenez sur cette sortie du ministre du Qatar des Affaires étrangères sur les actualités sénégalaises. Je ne sais pas quelle promesse le Sénégal avait reçue, mais nous avons été clairs. Ce sont les propos liminaires du ministre qatari des Affaires étrangères, Abderrahman Al-Thani, qui précise que l'intervention de son pays dans l'affaire Karim Wade relevait de l'humanitaire avec l'autorisation du gouvernement sénégalais. Très ferme, il précise, les pays qui s'alignent sur le quartet se dressent contre le Qatar, une nation souveraine, et ces pays se prononcent en faveur du régime que veulent nous imposer nos agresseurs. Cela introduit bien sûr l'épisode du rappel de notre ambassadeur à Doha, analysé comme une prise de position et un alignement de Dakar en faveur de Riyad et de ses partisans, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Égypte, etc. Sans entrer dans le dossier polémique entre voisins du Moyen-Orient, il est normal qu'on cherche à savoir pourquoi le chef de la diplomatie qatari fait ouvertement dans la révélation d'énonciation en citant des propos supposés être du président Macky Sall. Il a expliqué à l'émir du Qatar qu'il a été trompé, rajoute le diplomate qatari, soi-disant en citant le président de la République. Trompé par qui, veut-on savoir? Par Riyad, bien sûr. En principe, ce genre de situation se règle dans le secret et la courtoisie diplomatique, sauf si l'on veut punir le plus faible et avertir l'alter ego sur sa puissance et sa force
de convaincre. À moins que je n'ai été distrait, je ne me souviens pas que Dakar ait remis les choses au point, histoire de rappeler la notion de respect si chère aux diplomates. Autant avec Israël, les retrouvailles ont été encadrées diplomatiquement, autant dans cette affaire avec le Qatar, on a manqué, me semble-t-il, de vigilance. Maïssi Dimbaï, merci. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. 12h35 à l'instant, la revue de presse. RFM, la presse du jour. Depuis 1993, nous formons des milliers de cadres à travers l'Afrique et le monde. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous offre votre revue de presse. Et c'est avec Georges Détidiop. Rien ne va encore entre Yavuz Selim SA et le gouvernement. Le journal Le Quotidien préfère parler de statu quo. Et pour cause, Yavuz Selim SA a rejeté la mise sous administration provisoire proposée de ces écoles. Selon le journal, la société Yavuz Selim SA a rejeté la décision du ministère de l'Éducation de confier à l'État la gestion provisoire de ces écoles. Décision inconcevable et inacceptable selon la société. Ce qui fait dire à Vox Populi que Yavuz Selim SA crache sur la solution du gouvernement, solution assimilée à une réaffirmation de la volonté de l'État de confisquer sans aucun fondement légal les biens de Yavuz Selim SA en violant impunément le droit de propriété. Pour l'Observateur, Yavuz Selim a dit non. Tout le contraire de l'administration sénégalaise de l'école. L'Obs nous apprend qu'avec le corps professoral, elle a adhéré à la proposition de mise sous administration provisoire des établissements. C'est ce qu'on peut retenir d'une rencontre hier avec le ministre de l'Éducation. Et sur cette affaire Yavuz Selim, le quotidien rapporte les propos du ministre de l'Intérieur. Pour Aly Ngouille Ndiaye, il n'y a rien qui justifie que cette institution accueille des élèves. Car, précise-t-il, avant de faire ses activités, une ONG a besoin d'un agrément. Lorsqu'il y a eu des difficultés, le gouvernement est revenu sur cet agrément, puisque c'est l'ONG Bashkent légitime qui avait le statut de déclarant responsable et que ce dernier a été retiré. Il n'y a rien qui justifie que cette institution accueille donc des élèves. Les élèves, on en parle. Ils seront à l'école lundi. Les enseignants les y devancent aujourd'hui et Vox Populi ouvre une fenêtre sur la rentrée scolaire qui constitue une psychose pour les pères de famille. Rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves. Vox Populi souligne dans un reportage consacré au sujet que beaucoup de parents peinent à prendre en charge leurs enfants pour la rentrée. Entre autres difficultés évoquées, l'équation insoluble des effets vestimentaires intouchables et des frais de scolarité. L'affaire de la vente programmée de Tigo refait surface. Elle fait la une de Libération qui s'intéresse particulièrement à la cession de Tigo à Free et compagnie. Le journal fait état d'un décret publié dans le journal officiel et qui a brouillé les cartes. Un décret approuvant la vente de Tigo à Wari SA, publié dans le journal officiel en date du 9 septembre 2017. Selon Libération, la publication est intervenue presque au moment où Millicom était dans l'attente du décret qui doit valider sa transaction avec Free et compagnie. À la une de Enquête, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, dont la photo accueille le lecteur. Le nouveau garde des Sceaux qui parle de l'affaire Khalifa Sall. C'était en marge de l'atelier de renforcement de capacité des défenseurs des droits humains. Le nouveau ministre de la Justice a déclaré que Khalifa Sall est un citoyen comme les autres Sénégalais et qu'il n'y a aucun risque que ses droits ne soient respectés. L'Observateur rapporte aussi ses propos de Ismaïla Madior Fall. Enquête indique qu'il s'agit là d'une mise au point à ceux qui soutiennent que le maire de Dakar est victime d'une détention arbitraire. Titre de Enquête, Ismaïla Madior Fall s'en mêle. En politique, la crise dans les partis, c'est au tour maintenant du Parti de l'Indépendance et du Travail. Et selon le quotidien LAS, pour qui le PIT est dans un profond malaise, c'est le remplacement de Mansour Sy par Sambassi dans le gouvernement qui est à l'origine des remous. La décision ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et des élections confie dans l'AS que cette décision n'a jamais été discutée dans le parti. Une situation que dénonce Ahmed Kamara. Autre malaise, mais cette fois-ci au ministère de l'Habitat. Malaise qui, si l'on se fie à l'Observateur, fait suite au maintien de retraités. Mais le journal nous apprend que Diène Farbassar, accusé d'avoir opté pour le maintien de retraités à des postes de direction, a décidé de faire le ménage. Il a sorti une lettre circulaire avec comme objet mise à jour des données du personnel. Une mention qui, de l'avis de l'Observateur, en dit long sur son projet de grand ménage au ministère de l'Habitat.
Pour mon confrère, ça va donc bouger. En sport, Cap-Vert-Sénégal du 7 octobre, samedi prochain, les Lions déterminés à remporter la victoire en attestent leur déclaration dans stade. Idrissa Gana Gueye, très confiant, affirme qu'ils ont envie de remporter ce match. Pour Kalidou Koulibaly, aller au Cap-Vert pour gagner. Quant à Karambouch, il déclare qu'ils vont tout donner à Praia. Autant de choses qui font que Stade parle de Lyon gonflé à bloc. Et le match, si le président veut le suivre, se pourrait ne pas être au palais. À sa villa de Fenêtre-Mermoz peut-être, car selon les Échos, le président et sa famille ont déménagé du fait de travaux qui sont effectués au palais. Titre un peu provocateur du journal Les Échos, Macky déserte le palais pour Mermoz. À vos kiosques et bonne lecture. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous a offert votre revue de presse. Contactez-nous au 33 824 71 10 ou visitez notre site web au www.afi-ue.sn. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 5 minutes pour parler de la question du jour. Y aura-t-il de bonnes récoltes cette année? Oumar Sané, directeur de l'agriculture, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ibrahim Badiane, président de la Fédération des associations des paysans du bassin arachidier, est au téléphone également avec nous. Bonjour Ibrahim Badiane. Bonjour. Alors très rapidement, ça donne quoi au centre du pays? Ailleurs, on parle de déficit pluviométrique, c'est votre cas? Non, pour nous, c'est pas le cas. La pluie a été répartie à temps et nous avons reçu beaucoup de pluie. Là où je vous parle, la pluie est en train de se rabattre dans le Saloum. Donc nous j'espère que ça gâche rien côté culture. Ce que ça peut gâcher, ce sont le foin, le foin. Concernant les variétés actives dont les gens sont en train de déterrer, ils vont perdre leur foin. Actuellement, on est en phase terminale parce que la variété active, on est en train de récolter. C'est parce que l'arachide a été déjà déterré, stocké? Oui, concernant la variété active, la 55 est en train d'être déterrée. Le mil aussi est en train d'être récolté et le maïs. Alors, vos prévisions côté chiffres, combien de tonnes d'arachide pour la région traditionnelle du Sine Saloum cette année? En tout cas, comme nous ne sommes pas vraiment spécialistes en la matière, ce que nous pouvons dire, c'est que nous attendons une production record parce que l'État a fait ce qu'il devait faire et les paysans ont semé, la pluie est au rendez-vous. Donc nous attendons une production record pour cette année. Alors, il va être content, Oumar Sané, le directeur de l'agriculture au ministère du même nom. Bonjour, rebonjour Oumar Sané. De bonnes prévisions alors? Oui, pour le moment, donc, la direction de l'analyse et des prévisions statistiques agricoles est en train de faire le travail d'enquête agricole sur le terrain pour après l'exploitation et validation des statistiques par la mission conjointe de SILS et de l'ensemble des partenaires FAO PAM. Après validation, je pense que les résultats sont mis à la disposition de tous. Mais pour le moment, on sait qu'avec le bon déroulement de la campagne et avec la tendance ne sera pas la même partout. À Matam, hier déjà, réunion de crise sur quelques problèmes qu'il y aura, déficit pluviométrique, quelques intrants, pas de qualité. Au nord, il y a peut-être à se faire quelques petits soucis, non? Mais vous savez, à Matam, l'agriculture, la majeure partie de l'agriculture, dépend de l'agriculture irriguée. L'agriculture pluviale est minime par rapport en fait à la décrue et par rapport en fait à l'agriculture irriguée. Donc ça, vous savez, et que en fait, on n'a pas chaque fois une campagne homogène. Donc chaque fois, il y a des zones qui sont risquées et là, c'est normal. Et actuellement, quand on regarde par rapport aux années passées, les zones qui sont déficitaires et l'impact du déficit pluviométrique sur les cultures sont minimes par rapport à certaines zones. Mais si on prend le cas de Matam, comme je l'ai dit, l'agriculture de Matam, c'est pratiquement essentiellement de l'agriculture irriguée et avec une bonne partie de décrue. L'agriculture pluviale est minoritaire. Et encore une fois, cette année, culture à forte dominance arachide, hein?
Oui, mais vous savez, l'agriculture, en fait, l'agriculture sénégalaise, c'est pratiquement les 2-3 spéculations majeures. C'est l'arachide, c'est le mil et c'est le riz. Donc, vous savez que une grande partie des superficies sont emblavées en mil et en arachide. Bon, mais quand même, l'État a vraiment mis en place un programme de diversification. C'est pour cela que maintenant, vous avez vu qu'il y a énormément de production de maïs, de niébé, donc de la pastèque à côté, du sorgho, mais la diversification qui est vraiment mise en œuvre pour un peu prendre en compte aussi l'aspect changement climatique et minimiser les risques avec la monoculture. Voilà. Bien, merci Oumar Sané, directeur de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. Merci à vous aussi, Brahima Badiane, président de la Fédération des associations de paysans du bassin arachidier. 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Avant de nous quitter, un mot sur la météo. Journée favorable à des pluies, on le constate sur Dakar et sur plusieurs autres régions. Une pluie qui tombe à l'instant et donc aux conséquences, légère baisse des températures température maximale prévue 37 degrés, surtout dans les zones nord du Sénégal. Merci Abdoulaye Diop qui était à la technique, notre régisseur d'antenne Papou Mardiaou. Merci. Grand journal présenté par Baba Karfal. L'info revient à 13h. Le grand journal en Wolof de Mamoudou Mohamed Ndiaye. Restez sur RFM. Les programmes continuent. Yalkati Ribar.